regarde mon bébé, je fais putain, dans 30 ans, il a une mitrailleuse dans les mains et il repousse des migrants climatiques, quoi. Entre mes années de droit, Sciences Po, il y avait quand même voilà, ce point commun de vouloir un peu changer le monde, avoir changé le monde, ouais, mais vraiment, quoi, pas juste blablater, pas juste fumer des joints. Ou les vies un peu marginales. Moi, j'ai jamais été effrayé des vies marginales. J'ai des tendances un peu obsessionnelles, un peu maniaques. Les livres qui me guident encore aujourd'hui, c'est des livres de tactique de poker, c'est pas Kant ou Spinoza. J'aimais le droit, j'aimais la matière, j'aimais la science du droit. Mais être avocat, juriste ou quoi, aller me casser les pieds toute la journée dans une entreprise, alors ça m'attirait pas du tout. Éviter que les gens se fassent chier à aller aider les gens dans la rue, tu vois, ça me dit bien, tu vois. Je me retrouvais plus dans cette vie-là, quoi. Ils me font tous chier, si c'est comme ça, je vais faire mon think tank. Et allez tous vous faire foutre. Et puis j'ai dit, ça vous dit, on fait une asso. Et ça nous a dit, on a fait une asso. Si je fais ça, c'est pas pour la gloire, c'est vraiment pour essayer de faire avancer les trucs. Enfant, j'étais très timide, vraiment très timide. Aller vers les autres, déclencher la sociabilité, initier la prise de parole, pour moi, c'était terrible. Donc, me sentant timide, je m'imaginais assez bien finir ma vie tout seul sur une île déserte. Et donc moi, j'ai grandi avec l'idée de solitude. Et avec la timidité, enfin, je le vivais comme pas une paralysie, mais comme un handicap, quoi. Vraiment, je me traînais un boulet, quoi. Et du coup, les vies un peu marginales, moi, j'ai jamais été effrayé des vies marginales parce que c'est des formes de solitude ou des formes de sociabilité différentes. La vie à la marche, ça m'a jamais vraiment fait peur, tu vois. Et après, les marges, il y a tellement de marges différentes qu'on sait plus où est le centre, quoi. Mais je pense que ça vient beaucoup de ça, quoi, de ces premiers sentiments de timidité. Et quand tu pars de là, après, s'imaginer à l'écart quand tu te sens déjà un peu à l'écart, c'est pas déconnant, quoi. C'est plutôt une fierté personnelle de voir que jour après jour, année après année, je combats ça et je le gère de mieux en mieux et ça pèse de moins en moins. Ça a été une force à certains moments de savoir que ça me dérange pas d'être seul, que ça me dérange pas de faire les choses autrement. Quand j'ai eu longtemps une vie simple, une vie normale, au sens une vie dans la norme, quand j'ai senti que je n'en voulais plus, le fait de ne pas craindre la solitude, en tout cas de penser que je ne la craignais pas, ça a donné plus de courage pour quitter justement le droit chemin. C'est une force dans les moments difficiles. Mais c'est pas mal ça, c'est une belle roue de secours, mais tu vois, c'est une vraie roue de secours, c'est-à-dire au quotidien, ça pèse 1 tonne et c'est bien chiant à transporter, et après t'es content de l'avoir une fois de temps en temps. Mais c'est quand même bien chiant, genre de genre. Ce qui m'a sauvé la vie, c'est l'humour. Et l'humour a permis justement de franchir le premier pas qui était si difficile. Et vraiment, à partir de la seconde, c'est là le début de ma nouvelle vie. La barrière intérieure que je ressentais, elle explose pas d'un coup, mais ça y est, il y a des brèches. Et grâce à l'humour, j'ai pu pas m'imposer dans les relations sociales, mais j'ai pu trouver ma place. Je suis devenu moins passif de ma vie. Et puis quand t'es intelligent et que t'as de l'humour, l'un renforce l'autre en général, et du coup tu deviens plus intelligent, peut-être plus cynique, peut-être plus satirique, et si t'es plus intelligent, t'es plus drôle, et petit à petit une chose en amène une autre. Après j'ai une maman qui me disait « Ah, toi t'es intelligent mon fils, ah mais toi t'iras loin mon fils ». Mais tu vois, j'ai une mère qui m'a construit de la confiance. Et quand j'ai su voilà péter ma timidité, j'avais quand même un stock d'affection et de regard d'autrui bienveillant. Une fois que tu as fait la brèche, après, les portes s'ouvrent lentement mais sûrement. Ben, j'ai découvert le poker par mon père qui jouait au poker quand il était jeune. C'est lui qui m'a appris à jouer quand j'étais petit, je sais pas, 8-10 ans. J'ai aimé le jeu quand j'y ai joué. Mais après, j'ai été très vite fasciné par l'esthétique des casinos, du jeu en général. Je trouvais ça
incroyablement glamour, beau, avec des trucs qui sont vulgaires, qui sont incroyablement pas beaux, mais il y en a tellement que ça a une espèce de charme chelou. Même tout petit, si tu veux, le fait de... L'énorme avantage du poker sur tous les autres jeux, c'est qu'il y avait des jetons. Et je trouvais ça... L'objet jeton, je le trouvais très 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 beau. Déjà tout petit, et même avec des jetons moches, comme j'avais à l'époque. Et puis au lycée, avec, je sais pas, une poignée de copains, on se voyait... allez, je sais pas, tous les mois, tous les 2 mois, on se faisait une partie de poker de lycéens. Et donc là, je suis retombé dedans à 200%. C'est là que je suis allé dans un cercle de jeu, que je rejouais avec moi en famille, avec mes parents tous les dimanches, et que j'ai passé, ouais, je pense 5 ans à jouer au poker plusieurs fois par semaine pendant toutes mes années étudiantes, quoi, grosso modo. La question s'est posée dans ma tête à un moment, est-ce que j'ai le niveau pour être professionnel de poker? Réponse, probablement pas, mais pas si loin. Et est-ce que j'ai envie d'être professionnel de poker? Parce que il y a tous les côtés glamour, et puis il y a tous les côtés qui sont pas glamour. Et donc voilà, la réponse à ces 2 questions a été non. Mais si j'avais eu un tout petit peu plus de talent, je serais peut-être pas là ce soir. Vivre du poker, c'est un idéal incroyable. C'est-à-dire, tu es en marge de la société, tu vis de nuit, ou tu vis chez toi devant ton ordi, tu te mets littéralement en marge. C'est un mode de vie idéal. Tu ne vis que de toi. T'es un peu un prédateur des autres, mine de rien, parce que l'argent, il apparaît pas tout seul, donc l'argent, tu le prends à quelqu'un. Il faut à la fois accepter un mode de vie extrêmement atypique, accepter que cet argent, t'es légitime à le prendre à des gens qui veulent bien le perdre, ce qui est un choix moral qui est pas non plus forcément simple, mais c'est une forme de vie ultra, justement, ultra idéale, le poker, mais au sens propre. C'est une idée de vie qui est, pour moi, parmi les sentiers les plus atypiques de la vie, quoi. Et ça m'attirait énormément. J'adore la nuit, moi, tu vois, enfin, voilà. Passer une bonne partie de mes nuits debout, ça m'allait bien. C'est d'une intensité totale. Tu t'assois à 20h, tu te lèves à 6h du mat, et tu te rends compte que tu viens de passer 10 heures de ta vie sans te lever, même pour aller aux toilettes, tu vois. L'adrénaline te tient la colonne vertébrale bien droite, et c'est parti. C'est physique, c'est mental, c'est psychologique, c'est un sport de très haut niveau, c'est un jeu mental de très haut niveau, et puis tu as la chance qui vient foutre un bordel là-dedans total, donc c'est fascinant. Pour moi, c'est vraiment un milieu et un jeu fascinant. C'est de très loin, pour 1000 raisons, le jeu le plus parfait du monde, parce que tu peux gagner, quel que soit ton talent, tu peux trouver ta voie. Tu peux être un génie des maths, tu peux être un fin psychologue, tu peux être un observateur de la nature humaine, tu peux être un tacticien hors pair, tu peux être un discipliné. Tu as plein de façons de gagner. Et donc vivre de ça, tu vois, c'est un mode de vie total. Et à côté de ça, tu rencontres des gens qui sont en général très intéressants. Les livres qui me guident encore aujourd'hui, c'est des livres de tactique de poker. C'est pas Kant ou Spinoza. Bref, parmi les livres les plus intelligents que j'ai lus, il y a des livres de poker. Et j'ai lu beaucoup de livres intelligents. Je suis un très grand collectionneur. Depuis plus de presque 15 ans, j'ai effectivement les jetons de poker. Et je suis un très grand collectionneur de jetons de poker. C'est pas une petite collection. J'ai des tendances un peu obsessionnelles, un peu maniaques. Donc la collection, je pense que ça occupe certains besoins maniaques de mon organisme. Ça les canalise. Et puis ça a un objet qui est fixe, qui est pas méchant, un défouloir maniaque tranquille. Mais je suis pas non plus... je suis gentiment maniaque. C'est-à-dire j'ai des obsessions, mais calmes. Je sais pas comment dire le truc. Donc je suis collectionneur, mais je suis pas hardcore. Je suis pas toute la journée obsédé par ça. Donc j'ai ma dose de collectionnite et de maniaquerie qui se régule gentiment. Mais j'en ai besoin. Alors, ce que je voulais faire au lycée, c'était pas du tout clair, mais pas du tout, quoi. Donc, j'avais des bonnes notes, j'étais bon élève, très bien, mais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. Les métiers artistiques, c'est les métiers qui font rêver, quoi. Tiens, je vais être écrivain, c'est un bon métier, c'est pas fatigant, puis c'est bien sympathique. Premier contact, c'était
C'était forcé, c'est tiens, je vais écrire un roman, et puis j'avais la bonne idée de roman, c'était ultra commercial, c'était génial, j'étais hyper fier de mon idée, mais c'était un manuscrit complètement pété, quoi, pété, c'était nul. Mais c'était quand même de l'écriture, c'est pas... Parce que quand t'arrives à la 100e page, tu fais « Oh putain, j'ai écrit 100 pages », tu vois, c'est un truc que t'as jamais fait dans ta vie. Donc c'est le premier contact avec l'écriture, mais c'était pas, tu sais, c'est pas Ouah, j'ai besoin d'écrire, j'ai été frappé par la grâce ». C'est là que tu vois qu'à 20 ans, t'as pas froid aux yeux. T'envoies tout et n'importe quoi aux éditeurs, mais c'est pas grave. Et donc voilà, j'ai pris mes... Je suis allé chez Copytop pour la première fois faire imprimer mes petits manuscrits. J'ai dû les envoyer à 3 ou 4 petits éditeurs, genre Gallimard, les éditions de Minuit, Flammarion. Tu vois, j'ai tapé Modeste parce qu'il faut savoir comment c'est Modeste. Et puis voilà, tu prends tes premiers rejets. Une fois que tu as écrit les 100 pages, tu tiens au truc quand même. Donc en fait, tu investis beaucoup plus que tu penses dans le projet. Et donc c'est quand même un échec, et ça fait quand même si tu sais que tu vas te la prendre, la branlée, quand tu la prends, c'est pas pareil. Et donc là, après, ouais, très longue pause d'écriture. Sur les conseils de mon père, j'ai fait du droit, mais je suis arrivé là, mais non, par le plus grand des hasards, et coup de bol, j'ai adoré ça. Mais j'ai adoré mes 4 années de droit, j'ai trouvé ça fascinant, c'était génial. Notamment parce que ça posait des excellentes questions de société sur tous les sujets, et que ça les traitait de façon qui me correspondait bien, méthodique, ordonnée, intelligente. Enfin, j'aimais beaucoup la façon dont le droit traitait les problèmes de société. Et moi qui étais très peu politisé, j'étais vraiment assez insouciant et pas... J'avais pas une très grosse conscience politique à l'époque, mais le droit m'a ouvert à ces questions-là. Très vite, j'ai trouvé ma voie qui était « je veux travailler au service de l'intérêt général, pour le service public ». Donc le droit, c'était une façon de faire qui me plaisait beaucoup. En allant à Sciences Po, le but c'était de passer l'ENA, parce que si tu veux bosser pour le service public, l'endroit le plus efficace pour avoir un poids, c'est de passer l'ENA. Mon but c'était pas d'être ministre ou inspecteur des finances ou quoi. Moi je me voyais très bien soit conseiller technique dans un ministère, enfin vraiment à travailler sur des services publics, quoi. Soit même l'ENA me permettait de rattraper le chemin du droit en travaillant en tribunal administratif ou au Conseil d'État. Là, c'était le rêve absolu, c'était le Conseil d'État. Alors, être énarque, j'en avais à peu près rien à foutre, mais c'était le ticket d'entrée pour arriver au sommet du droit public. Quand j'en voyais certains autour de moi qui s'orientaient plus vers le droit des affaires, vers des carrières plus business. Moi, à chaque étape, j'ai fait le choix le moins business possible à chacune des étapes, grosso modo. C'était à la fois le rejet, j'avais aucune envie de bosser pour Danone ou Dassault ou je ne sais quoi, tous les trucs qui commencent par Da. J'étais pas politisé au sens militant du terme. J'ai jamais été engagé dans un parti. J'ai toujours été rebuté par les jeux d'appareil, les jeux de pouvoir et les luttes de position. Donc, enfin, voilà, de ce que j'imaginais d'un parti, c'était à peu près l'enfer sur terre pour moi. Par contre, je voyais à travers le droit que une loi bien faite, elle change le monde, elle change la vie des gens, sans qu'ils le sachent forcément d'ailleurs, mais avec une efficacité admirable, vraiment. Et ça m'attirait, tu vois, changer le monde au sens vraiment corriger les problèmes. Quand tu vois qu'il y a des associations qui se crèvent le cul à faire du social, à arpenter les rues, machin. Quand tu vois l'énergie qui est dépensée pour panser les plaies, alors que voilà, 3 lignes dans un code et boum, tout est réglé. Mais vraiment, ouais, le droit m'a vraiment formé une conscience politique, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut changer la société, comment on peut la transformer. En fait, ça tient à quelques voix au Parlement. J'ai eu le goût de l'action, l'efficacité dans l'action. Changer le monde, ouais, mais vraiment, quoi, pas juste blablater, pas juste fumer des joints, et ouais, y a qu'à faire ci, y a qu'à faire ça. Arriver à éviter que les gens se fassent chier à aller aider les gens dans la rue, tu vois. Ça me dit bien, tu vois.
Et c'est ça qui m'a attiré. Et là, il y a une part d'idéalisme. C'est-à-dire, oui, faire l'ENA, potentiellement, ça veut dire que je peux faire partie des gens qui comptent. Alors, il y a une part d'ego toujours, attention. Hein. Quand on te fait miroiter ce genre de truc-là, t'as beau être un gentil garçon, machin, ça monte à la tête direct, hein, direct. Tu comprends pourquoi ils viennent ma boule tous, parce que dès que t'as un tout petit peu de pouvoir, machin, l'ego il prend une gifle qui est terrible. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste en droit avec l'objectif d'être prof, ou est-ce que je vais à Sciences Po, dont j'avais réussi le concours? Et là, comme d'habitude, je fais le choix raisonnable, idiot, de prendre la voie la plus sûre, c'est-à-dire Sciences Po, parce que donc le droit c'était pour être prof de fac, Sciences Po c'était pour passer l'ENA, 2 objectifs super durs, mais je me dis bon, si je foire l'ENA, au moins j'aurai Sciences Po, puis je trouverai bien quelque chose. Et ben voilà, ça j'ai été servi, donc j'ai fait Sciences Po, j'ai raté l'ENA, et puis j'ai trouvé quelque chose qui est devenu mon métier, mais voilà, encore une fois au pifomètre, sur un hasard total. Après j'ai fait 15 ans de carrière, mais donc j'ai enchaîné dans ces belles années étudiantes, donc l'échec littéraire et l'échec à l'ENA, qui lui aussi a bien fait mal au cul quand même, parce que quand t'en es à passer l'ENA, c'est que t'as été bon élève et que t'as pas raté grand chose, grosso modo, sur le parcours. Et donc quand tu prends ta première volée scolaire, là aussi, tu la sens un peu passer quand même. Et donc, donc coup sur coup, ok, je serai pas écrivain, bon, ok, je serai pas énarque, bon, bah après, faut redescendre, quoi. Et après, du coup, bon, écoute, après, on s'en fout un peu, quoi. On prend ce qui passe et puis on verra bien, quoi. Et en même temps, si je dis pas de conneries, j'avais un petit boulot. J'étais hôte d'accueil dans une maison de haute couture. Et rétrospectivement, c'est probablement le sommet de ma carrière. Parce que c'était un job sans grande responsabilité. Alors, t'es pas responsable de rien parce que t'accueilles des clients prestigieux, tu réponds à 2000 coups de fil, littéralement, je pense 2000 coups de fil dans la journée, tu gères les coursiers, enfin, dans un milieu qui est assez marrant, la mode, la couture, c'est créatif, c'est bourré de barjots, c'est très, les gens que tu vois, c'est assez, tu te vois, encore une fois, tu t'ennuies pas. Et tu rentres chez toi, hop, terminé, ton boulot est terminé, tu passes à autre chose, et il y a de l'adrénaline pendant le truc, mais il y a zéro stress, et ça, c'est vraiment très confortable. J'ai adoré ça. Sauf que, tu vas pas rester hôte d'accueil au SMIC toute ta vie, parce que ça se fait pas, ou parce que tu viens de presque avoir l'ENA, donc tu vas pas être hôte d'accueil, tu vois, il y a un truc qui est pas raccord. Et si j'avais pas été en couple à ce moment-là, je sais pas combien de temps je serais resté hôte d'accueil, peut-être très longtemps. Donc à ce moment-là, voilà, faut trouver un boulot. Puis je tombe un jour sur une annonce sur du conseil en communication dans un cabinet de conseil aux collectivités locales. Bon, ça coche plusieurs cases, il y a du conseil, c'est pour le secteur public, t'es pas fonctionnaire, t'es dans le privé, mais tu bosses quand même pour des clients publics. À l'époque, j'avais raté un autre de mes projets, monter un journal. Et là, c'est comme le projet d'écriture, si tu veux. Allez, 25 ans, t'as jamais touché quoi que ce soit dans la presse, mais c'est pas grave, bonhomme, tu vas monter un journal. J'avais vraiment pas peur à l'époque de faire n'importe quoi. Et donc, pendant toute l'année de révision, je prépare mon business model de créer mon journal. Le journal, à la fois, j'y croyais pas, mais à la fois, quand même, tu vois, c'était une autre façon de changer le monde, ça, de diffuser des idées. Je trouvais que la presse, alors j'ai été forcé de lire la presse pendant la révision de l'ENA, mais je trouvais ça d'une médiocrité sinistre. Enfin, c'était la corvée tous les jours de devoir lire ces trucs qui étaient. Mais qui lit ça, quoi? C'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, bon, attends, c'est pas possible que ce soit aussi nul, donc je vais faire un journal. Logique. Bon, voilà. 8 mois plus tard, la logique s'est un petit peu évaporée dans le process. Mais donc, coup sur coup, je rate l'ENA, j'abandonne cette idée un peu délirante de journal. J'étais à une phase pas de dépression, c'est un grand mot, mais si tu veux, j'avais raté suffisamment de choses pour prendre le premier truc qui passait, en fait. Et donc, je me retrouve consultant en communication. Et donc, je me retrouve quand même, pendant 15 ans, à aller tous les matins pédaler jusqu'à mon boulot pour une raison que j'ignore complètement, quoi. Et donc,
pendant quelques années, si tu veux, je vis ma vie, telle qu'elle est. Je suis pas mal dans ma vie. J'ai pas le boulot dont j'avais rêvé, mais il y a bien 5-6 ans qui passent comme ça, où ça va, quoi. Mais quand la routine professionnelle est là, quand la découverte ne compense plus le fait que je suis là par hasard et que ça devient trop routinier, là, voilà, à nouveau, je pense que je m'ennuie sévèrement mentalement. Voilà, l'ennui arrive et l'ennui, je sais pas gérer l'ennui. Je veux reprendre une activité qui me motive, quoi, qui me donne envie de me lever le matin, tout simplement. Entre mes années de droit, Sciences Po et ce projet de journal, il y avait quand même, voilà, ce point commun de vouloir un peu changer le monde. Et de Sciences Po, ça m'a pas appris grand-chose, mais ça m'a complètement décomplexé de voir que cette école, qui est censée être une école d'élite, en fait, tout n'est pas nul, mais franchement, c'est pas que des génies, quoi. Donc, et notamment, les cours d'économie me sidèrent par leur nullité, mais totale. Donc, l'économie, je me dis, mais putain, tous les jours, on nous fait suer avec le chômage, avec la croissance, avec le PIB, avec machin. Et les gars qui sont censés réfléchir à ça, il n'y en a pas 2 qui sont capables de sortir 2 phrases intelligentes de suite. Il n'y en a pas 2 qui sont capables de se mettre d'accord avec eux sur ce qu'il faut faire. Et encore pire, il n'y en a pas 2 qui sont capables de se mettre d'accord sur pourquoi les trucs d'avant ont merdé. S'il y a bien un truc que j'aurais avant 40 ans, c'est le prix Nobel d'économie. Je me dis, putain, mais c'est pas possible des tocards pareils. Donc, au bout de 6 ans où je commence à m'ennuyer dans mon boulot, je conjugue un peu tout ça et je monte un blog. Et là, je commence du coup à y recycler mes idées économiques. L'humour est toujours là, donc c'est plutôt satirique. Je remets mes idées et je reforme mes idées et dans une démarche de publication. Pendant 2 ans, tous les jours, je faisais mon billet de blog, sauf le week-end parce qu'il faut pas déconner. Mais voilà, 5 fois par semaine, il y avait un texte qui sortait. Et c'était du coup, voilà, c'était extrêmement personnel. Alors, toujours très optimiste dans la vie. J'imaginais que ça allait cartonner et que la terre entière allait se ruer sur sur mes écrits, ce qui n'a pas été le cas, spoiler. Mais je trouve que ce que je dis, c'est pas débile, et effectivement, ça change du discours ambiant. Que la critique, elle est bonne, et que j'écris bien. Et pendant ces 2 années de blog, j'ai appris à avoir une plume. Et c'était un vrai plaisir pour le coup. Je me suis même mis au 4/5e pendant 1 an, tu vois, pour dégager du temps pour le faire. Et ça a été aussi une vraie respiration, tu vois, de ralentir le boulot. Ça, c'était génial. Le côté 4/5e, c'était génial. C'était un vrai plaisir intérieur. Mais après, c'est devenu un échec de plus parce que ça n'a pas pris. Au bout d'un moment, l'écart entre l'effort quotidien de sortir des trucs qui me tenaient à cœur et que je trouvais bons et l'audience de 12 personnes, les bons jours, c'était devenu invivable. Intérieurement, c'était trop frustrant. Et François Hollande est arrivé. Et donc François Hollande a été élu au printemps. Et après, c'est dur d'être satirique quand t'as François Hollande en face. Donc je me suis dit, bon, je vais faire une pause pendant l'été. Et à la rentrée, c'était toujours François Hollande. Il n'avait pas démissionné. Du coup, c'est moi qui ai démissionné. Et puis après, ça a été ressuscité sous plusieurs formes différentes. Donc j'arrête le blog en 2012. Effectivement, ça coïncide avec un moment où ma vie personnelle change aussi beaucoup. Où je divorce, où je rencontre une nouvelle femme, où j'ai un enfant, et où je me sépare de la maman de mon enfant. Et donc tout ça, ça représente 6 ans à peu près. C'est un moment qui est beaucoup de bas, de haut, de bas, de haut, mais en tout cas qui est hyper intense émotionnellement et qui du coup prend toute la place, quoi. Donc en vrai, j'ai ni l'envie, ni le temps, ni l'énergie de relancer autre chose.
J'ai fait ma crise de la quarantaine à la trentaine, quoi, grosso modo. Ouais, l'espèce de bilan de crise de la quarantaine, là, où tu dis, ah merde, c'est quoi ma vie, qu'est-ce que je fous là, est-ce que c'est ça que je veux? J'ai le sentiment de l'avoir fait un peu plus tôt que la moyenne. Et effectivement, au moment où j'ai divorcé, c'était je me retrouvais plus dans cette vie-là, quoi. Ouais, je sais pas comment dire. J'avais besoin de changement à tout point de vue. Je pouvais plus supporter autre chose que de la nouveauté. Il y a eu une phase comme ça où effectivement la vie allait super vite et j'aimais beaucoup ça. Avec la femme avec qui j'étais après, c'était l'inverse. C'était un, un couple où on avait des projets, plein de choses qui portaient justement à plus de loufoquerie. Parmi les projets, elle a monté un magazine érotique où moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était que c'était un projet de liberté sur libérer l'image des sexualités, libérer la parole sur la sexualité. J'ai pas mal parlé d'économie ou de trucs comme ça, mais de façon générale, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on fait à l'envers et qui sont des constructions sociales débiles. Je prenais ça comme un projet intellectuel comme un autre. Il y avait tout le côté artistique sympa, mais il y avait aussi une vraie démarche pour moi qui était politique, qui était de faire péter des carcans, y compris sur nos vies privées, sur des trucs qui devraient n'intéresser personne. Quand même, dans cette période, j'essaye toutes les idées que je portais dans le blog, qui étaient trop satiriques, j'essaye de les réécrire, de faire un livre, vraiment, cette fois un essai sérieux, de structurer ça, voilà, sur du solide. Donc voilà, en 6 ans, je fais 2 versions du manuscrit qui sont... la première, c'est dans la foulée du blog, donc c'est encore beaucoup trop satirique, beaucoup trop ironique. Donc je ne fais rire que moi, et je vois très bien que ça va finir comme le blog, c'est-à-dire il y a trop de deuxième degré, il y a trop de troisième degré, ça va pas marcher, j'arrête. Mon fils naît en 2015, et là, encore une fois, j'ai pas une très très grosse conscience politique, tu vois, moi j'ai mis du temps à tout ça, et là je découvre le volet écologique de ma conscience politique, qui était... c'était pas entièrement ma génération, voilà. Et j'étais vraiment, moi, centré sur les questions économiques et sociales, sur comment donner de l'argent aux gens pour qu'on arrête d'être pauvres. Donc, je voulais changer le monde, mais je voulais changer l'économie. Et boum, ouais, vers 2015, un peu avant, un peu après, j'en sais rien, ouais, je prends conscience de la crise environnementale qui nous pend au nez et de l'ampleur de la catastrophe, quoi. Bon, changer le monde, c'est bien, mais si tu veux, moi j'ai mon confort, j'ai ma vie, j'ai ma famille, j'ai de l'argent, je suis, enfin, tu vois, dans la loterie de la vie, si tu veux, moi, bingo, moi ça va, quoi. Toutes mes passions politiques, économiques et tout, je peux vivre sans, enfin ça, je peux changer la vie des gens ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas c'est pas une question de vie ou de mort pour moi, là, si tu veux, ça reste du confort intellectuel, quoi. Et par contre, avec le volet environnemental, je regarde mon bébé, je fais putain, dans 30 ans, il a une mitrailleuse dans les mains et il repousse des migrants climatiques, quoi. Je fais, Et là, comme dit Michael Jordan, ça devient une affaire personnelle, tu vois. Il faut vraiment un putain de changement. Et comme il se trouve que j'avais des idées économiques assez radicales et assez transformatives, en bon nouvel écolo, je recycle mes idées économiques dans un modèle environnemental. J'ai cette nouvelle prise de conscience, et je sais, bon, faut que je reprenne le bouquin. Et je relis aussi tous les textes que j'ai claqués sur le blog. Et du coup, j'essaye, en écrivant comme ça, en mode dialogue, et je fais, ah putain, j'ai l'impression que ça marche. Et là, c'est parti, ça a été parti pour un ou 2 ans de rédaction, donc d'un gros manuscrit qui refait le monde de A à Z, de fond en comble, avec un prisme économique, mais en gros, voilà comment on peut avoir plus d'argent tous pour produire mieux et déglinguer moins. Tout le manuscrit tombe en un an et demi. J'ai le sentiment que là, vraiment, j'ai un truc que j'ai trouvé,
que les idées, j'y crois vraiment, que je pense que vraiment elles peuvent contribuer à changer le monde, que oui, ce seraient des idées efficaces, que c'est pas plus con que ce que j'ai lu par ailleurs. Donc si tu veux, les idées, vraiment j'y crois. Je termine le manuscrit pendant le confinement. Et là, pendant le confinement, donc moi je continue à bosser. Et là, bosser confiné, ça a été le coup de grâce. J'ai fait non, je peux plus faire ce métier-là. Terminer, c'est trop, c'est plus possible. Et donc en septembre, je démissionne de ma boîte. Donc je me mets à mon compte, je continue à faire un peu de boulot alimentaire, le moins possible, pour avoir le plus de temps possible pour bosser le bouquin. J'ai un peu cette obsession d'être publié parce que je l'ai déjà été et que je sais que ça change tout. Et donc les éditeurs, bon, il n'y a pas d'éditeurs qui prennent. Je me dis, il faut que d'une façon ou d'une autre, je bosse pour la transition écologique. Je dis, bon, bah, j'ai qu'à faire des notes pour des think tanks. Et puis donc, bah, je dis, attends, alors lequel? Donc je regarde un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un 10e, un 15e. Et tous, si vous êtes universitaire, chef d'entreprise, expert, vos contributions sont les bienvenues. Il n'y a jamais marqué vos contributions sont les bienvenues, point, tu vois. Ça me met dans une rage, mais totale. Même ces gars-là, ils te font passer un examen social de validation. Je tape, putain. Ils me font tous chier, si c'est comme ça, je vais faire mon think tank. Et allez tous vous faire foutre. Quand j'ai lancé le projet de bouquin, le premier truc qui était écrit, c'était la dernière page. Et la dernière page, c'est « Viens, on en parle ». Et comme j'avais fait relire le bouquin à pas mal de gens, bah, je vais voir ceux qui ont le plus aimé. Et puis j'ai dit, ça vous dit, on fait une asso. Et ça nous a dit, on a fait une asso. Donc l'idée du think tank qu'on a fini par monter, il s'appelle le think tank, littéralement, avec un jeu de mots think qui veut dire couler en anglais, donc c'est voilà, les idées pour ne pas couler. L'idée de base, c'est comment être le plus radical possible, sans faire la révolution, au sens on va pas abattre le capitalisme, on va pas arrêter de consommer. Comment transformer le plus possible notre économie, comment on peut être à la fois acceptable dans le cadre de notre société telle qu'elle est, tout en étant suffisamment radical pour que vraiment transformer les choses, se débrouiller pour donner plus d'argent pour pouvoir à la fois produire mieux et consommer mieux. Donc ça passe par supprimer quasiment tous les impôts. Ça passe par donner un revenu universel à tout le monde, qui permettent de mieux acheter, qui permettent, sans forcément faire de la décroissance, mais qui permettent peut-être de travailler un peu moins, ou de choisir un peu mieux ses métiers sans avoir la pression du chômage toute la sainte journée. Et comment avoir plus d'argent quand plus personne n'en a? La solution qu'on propose, c'est de la création monétaire à une échelle radicale, c'est-à-dire à gogo, qui peut paraître complètement dingo, mais qui en vrai fonctionne complètement, sans aucun doute. Pourquoi? Parce que la troisième proposition, c'est une taxe environnementale qui couvre 100% du coût de notre empreinte écologique. Ça veut dire que tous ceux qui polluent paieront au prix où ils polluent, et tous ceux qui ne polluent pas ne paieront pas. Ce qui fait que ça libère de l'argent, et que ceux qui dépensent de l'argent, mécaniquement, ils le dépenseront de moins en moins sur des trucs polluants, et de plus en plus sur des trucs pas polluants. Et que de l'autre côté, les entreprises, si elles veulent être compétitives, et si elles veulent attirer des clients, elles seront forcées, entre guillemets, d'investir vraiment dans une nouvelle façon de produire. Et donc, c'est à la fois plein de liberté, parce qu'on a plus d'argent, plus de temps, plus de moyens, et à la fois, il y a la contrainte de la taxe qui va mécaniquement faire une course à celui qui fait le mieux, au lieu de faire une course à celui qui paye le moins cher ou qui fait le plus sale, comme on est aujourd'hui. On croit que des idées sont bonnes, elles vont suffire à convaincre, c'est pas vrai, parce que il faut trouver un moyen de convaincre un par un les gens sur les réseaux sociaux,
Pas forcément les convaincre sur tout, mais arriver à être assez nombreux pour que juste le nombre de gens que ces sujets intéressent font que c'est un caillou dans la chaussure de ceux qui dirigent. Ouais, c'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est c'est nos modes de vie. C'est pas 2050, c'est maintenant. Tous les jours, aller chercher une personne de plus, deux personnes de plus, et qu'au bout d'un moment, c'est voilà, ça fasse boule de neige et ça embarque le plus de monde possible. Pas à un moment, tu vois, si tu dis que tu as une conscience politique, si tu dis que tu as des idées, à un moment, tu peux dire ça, mais t'as fait quoi, toi? Donc, sinon, t'es juste une grande gueule. Et si tu estimes que tu es quelqu'un qui peut le faire et que tu le fais pas, tu te déçois toi-même aussi, tu vois. Ah, purée, elle est dure, celle-là. Euh, Il y a un courage que je suis content d'avoir, c'est que quand c'est dur, ça me fait... C'est pas que ça me fait pas peur. Quand c'est dur, ça me fait peur, mais là, je trouve du courage. J'ai un bon courage de réaction. Il y a une difficulté, vas-y, fais face. Ça, ok. Ça, c'est une forme de courage. Je l'ai et je suis content de l'avoir parce que c'est la roue de secours, ouais, elle sert vachement. Le courage de se faire mal un peu au quotidien sur des trucs pénibles, ça, c'est un vrai courage. Arriver à se faire violence sur les trucs faciles qui sont pas si faciles, quoi. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Le courage en mode détresse et tout, souvent on le trouve, c'est un peu un réflexe. Mais le courage du quotidien, de vraiment enchaîner tous les jours, ça c'est une vraie forme de courage, je trouve. Eh, t'es bien comme phrase de fin, le vrai courage, c'est contre soi-même. Attends, on la garde, non? Ça fait hyper... Ah non, vas-y, faut que j'en sorte une autre, ça fait trop cliché. On coupera ça. Non, c'était ultra rapide.